En 1994, Claire Moreau, une jeune infirmière parisienne, vivait une existence marquée par la peur, la manipulation et l'isolement. Son petit ami, Marc Lemoine, était un homme étrange, un psychanalyste charismatique dont l'aura de mystère dissimulait une violence intérieure insoupçonnée. Claire, tombée sous son emprise, avait longtemps cru qu'elle pouvait échapper à ses menaces en jouant à son jeu macabre. Chaque mot de Marc était une corde tendue autour de son cou, chaque geste un piège subtil destiné à l'asservir encore davantage. Mais chaque tentative de rébellion se soldait par une humiliation et une terreur de plus en plus grandes. Marc, tel un marionnettiste cruel, savait exactement comment la manipuler, la retourner contre elle-même, lui faire douter de sa propre perception de la réalité. Ses paroles étaient des serpents venimeux, et Claire se retrouvait sans cesse à lutter contre cette étrange sensation d'être piégée dans un labyrinthe sans issue. Il y avait des moments où Claire se laissait aller à espérer qu'elle pourrait s'échapper. Mais ces brèves échappées ne faisaient que la ramener plus profondément dans la spirale de la soumission. Marc ne lui laissait aucune chance, aucun répit. Ses menaces de violence n'étaient pas de simples mots en l'air, mais des promesses terrifiantes qu'il savait tenir. Une peur paralysante se nouait en elle à chaque fois qu'elle voyait ses yeux s'assombrir de colère ou de mépris. Il n'y avait aucune échappatoire, seulement cette conscience lourde qu'à chaque jour, il devenait un peu plus maître de sa vie. Un soir d'été, alors que la chaleur étouffante de Paris semblait rendre l'air encore plus oppressant, Claire subit une nouvelle agression dans l'appartement qu'ils partageaient. Les murs, témoins silencieux de cette violence latente, semblaient se refermer autour d'elle. Elle n'avait plus la force de crier, ni même de se défendre. C'était comme si tout, dans cet appartement, avait été conçu pour l'anéantir peu à peu, la réduire à l'invisibilité. Mais ce soir-là, un éclat de lucidité se fit enfin jour dans son esprit épuisé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester, que son corps et son âme étaient en train de se dissoudre dans cette relation destructrice. La peur de Marc, d'abord paralysante, se changea alors en un élan de survie. Avec une énergie qu'elle ne se savait plus capable de puiser, Claire réussit à s'échapper, se faufilant hors de l'appartement dans un état de confusion extrême, son cœur battant à tout rompre. Elle se rendit dans une association de femmes victimes de violences domestiques, espérant y trouver un refuge, une oreille attentive. Là, tremblante et désorientée, elle raconta l'histoire de ses séquestrations, des menaces de mort, des gestes de plus en plus violents qui ponctuaient leur quotidien. Elle parla aussi des peintures macabres réalisées par Marc, des œuvres d'art qui semblaient raconter l'histoire de ses victimes disparues, des portraits déformés, des scènes surréalistes où des corps se tordaient dans des poses impossibles, comme si l'artiste voulait figer l'agonie dans le temps. Ces peintures étaient les témoins silencieux des atrocités qu'il avait commises, mais aussi de celles qu'il continuait à nourrir dans son esprit malade. Cependant, à sa grande stupeur, la réaction de la police fut loin d'être celle qu'elle attendait. Les policiers, bien que visiblement déconcertés par le récit de Claire, semblèrent minimiser ses accusations. Ils la ramenèrent chez elle, lui assurant que Marc n'était qu'un manipulateur, un homme un peu dérangé, mais qu'il n'était en rien un criminel. Ils lui conseillèrent de le quitter, de le dénoncer, mais insistaient sur le fait qu'il n'avait jamais tué personne. Claire, désorientée et abattue, tenta de leur faire comprendre que ce qu'elle leur disait était la vérité, que Marc était dangereux, mais leur indifférence et leur incrédulité se dressaient comme un mur infranchissable. La frustration, l'impuissance et la déception l'envahirent alors. Claire savait au fond d'elle que la réalité était tout autre. Elle avait vu la folie briller dans les yeux de Marc à de nombreuses reprises. Elle savait qu'il n'était pas seulement capable de tuer, mais qu'il prenait un plaisir malsain à jouer avec la vie et la mort. Elle se retrouva, une fois de plus, seule face à lui, mais cette fois avec une détermination nouvelle. Elle comprit que la seule manière de survivre à cette situation, de fuir l'emprise de Marc, était de ne pas compter sur la justice de ceux qui ne la comprenaient pas. Elle devrait se battre seule, affronter son propre destin, même si cela signifiait déterrer des vérités horribles, et même risquer sa vie dans la lutte pour sa liberté. Mais une chose était désormais certaine, elle ne retournerait pas en arrière. Après plusieurs mois de silence et de peur constante, un rayon d'espoir se présenta enfin dans la vie de Claire. Marc, son compagnon manipulateur et psychopathe, devait partir en Allemagne pour une mission professionnelle. Ce départ temporaire, bien qu'éphémère, représentait pour Claire une chance inespérée de prendre le contrôle de sa vie, de fuir définitivement l'emprise de cet homme qui l'avait littéralement détruite,
à petit feu, au fil des mois. Son cœur battait plus vite à l'idée qu'une échappatoire, si mince soit-elle, se dessinait à l'horizon. Elle se précipita sur son téléphone, prenant contact avec un serrurier pour faire changer les serrures de la porte de leur appartement, un geste anodin pour beaucoup, mais pour elle, il signifiait la fin d'une ère d'angoisse et d'humiliation. Les lourdes chaînes invisibles qui la retenaient dans cette relation toxique étaient soudainement brisées. Elle se sentait protégée, libérée, même si l'ombre de Marc planait encore, intangible et menaçante. Il n'était pas là, mais son absence ne signifiait pas pour Claire une fin définitive. Elle savait que la menace rôdait toujours, que son départ en Allemagne n'était que temporaire et que son retour serait aussi rapide que redoutable. Marc, en effet, n'était pas l'homme qui se contentait de subir la défaite. Il n'était pas un homme qui savait quitter un terrain sans se battre. Lorsqu'il apprit que Claire avait osé briser son emprise, il se déchaîna dans une rage incontrôlable. La violence qui couvait en lui, à peine contenue derrière son apparente maîtrise de soi, explosa avec une intensité dévastatrice. Claire, désormais seule dans l'appartement qu'elle avait cru être un sanctuaire, sentit la terreur l'envahir de nouveau. Son instinct de survie s'était éveillé, mais elle savait aussi que la bataille qu'elle menait allait être bien plus dure qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Marc reviendrait, et ce retour ne serait pas sans conséquence. Le 11 novembre 1994, alors que Claire se rendait à son travail, elle ne donna plus signe de vie. Le quotidien s'effritait sous ses pieds comme un mirage devenu irréel. Claire n'était pas du genre à se faire désirer ou à disparaître sans raison. Ses collègues, rapidement inquiets de son absence inexpliquée, tentèrent de la joindre sans succès. L'angoisse monta en eux à mesure que les heures s'égrenaient. Ils alertèrent la police, soucieux d'un mauvais pressentiment, craignant le pire. Les autorités se rendirent immédiatement sur place, l'urgence et l'inquiétude dans leurs gestes. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte de l'appartement de Claire, ils frappèrent sans délai. Claire, bien qu'habituellement prudente, ouvrit la porte. Mais ce jour-là, son regard trahit une vérité muette mais évidente. Ses yeux, habituellement pleins de vie et de douceur, étaient désormais ternis par la peur et la terreur. Un voile de souffrance et de désespoir se lisait sur son visage. Elle n'eut même pas à parler pour que les policiers comprissent la gravité de la situation. Il était clair que quelque chose de terrible s'était produit, quelque chose de bien plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé. Les policiers entrèrent immédiatement, leur présence une tentative de briser le silence oppressant qui régnait dans l'appartement. Claire, tremblante, leur expliqua en quelques mots entrecoupés de sanglots qu'elle avait vécu sous la menace constante de Marc et qu'il était revenu. Elle leur parla de la peur, de la violence, de l'humiliation, mais aussi de cette étrange sensation qu'elle n'était jamais réellement en sécurité, même quand il n'était pas là. Les policiers la rassurèrent vaguement, mais l'effroi dans ses yeux les persuada qu'il était trop tard pour des paroles rassurantes. En fouillant l'appartement, les policiers découvrirent des indices inquiétants qui ne laissaient plus de place au doute. Derrière la baignoire, dissimulée avec une précision morbide, ils trouvèrent un kit de tueur. Des cordes, des gants en latex, des bâches plastiques, un ensemble d'outils glacés qui, une fois assemblés, peignaient un portrait terrifiant de la folie de Marc. Ce kit n'était pas destiné à dissuader, mais à préparer l'irréparable. C'était une manifestation de sa folie, un échantillon saisissant de ses projets macabres. Ce qu'il n'avait pas encore fait, mais semblait prêt à accomplir dès qu'il en aurait l'occasion. La réalité était désormais indiscutable, Marc Lemoine était un homme dangereux, bien plus qu'un simple manipulateur. Il était un prédateur, prêt à tout pour reprendre son contrôle. Les policiers, désormais conscients de la gravité de la situation, comprirent qu'il était impératif d'agir vite. Marc n'était plus simplement un homme perturbé, mais un criminel en puissance. Il fallait l'arrêter avant qu'il ne fasse une victime de plus. Mais Marc, habile dans l'art de la manipulation et rusé comme un renard, n'était pas un homme à se laisser capturer facilement. Ses disparitions, ses faux-semblants, et son charme trompeur lui avaient permis de jouer un jeu dangereux pendant trop longtemps. Claire, quant à elle, savait que le moment était venu. Elle ne pouvait plus rester là, attendre que la violence éclate de nouveau. Marc allait revenir, c'était une certitude. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait des alliés. Et elle allait se battre, non seulement pour sa vie, mais aussi pour faire éclater la vérité au grand jour.
Marc fut arrêté et placé en détention provisoire après son dernier acte de violence, mais son incarcération ne dura pas. Comme souvent dans des affaires aussi sinistres, la bureaucratie et les lois floues offrirent à Marc une échappatoire qu'il saisit sans hésiter. En décembre, une amnistie décidée par le gouvernement pour Noël permit à plusieurs détenus, y compris lui, de retrouver leur liberté sous condition. C'était une mesure de clémence qui, dans le cas de Marc, était une terrible erreur. Libéré, il fut contraint de se rendre dans le nord de la France, loin de Paris et de Claire, afin de respecter les conditions de sa mise en liberté. Mais cette contrainte géographique, loin d'être une véritable protection pour Claire, ne fit qu'ajouter à l'atmosphère pesante et menaçante qui pesait sur elle. La menace n'était pas écartée. Elle était simplement suspendue, prête à se relâcher dès que Marc en aurait l'opportunité. L'ombre de Marc continuait de planer sur sa vie comme une tempête invisible. Bien que sa présence physique fût absente, Claire savait qu'il n'avait pas disparu pour de bon. Il attendait, surveillait, et surtout, nourrissait sa rage, sa soif de vengeance. Il n'était pas un homme que l'on pouvait oublier facilement, pas quelqu'un qui se contenterait d'une simple défaite. Il reviendrait, et cette fois, il n'hésiterait pas à aller plus loin. Le 22 décembre 1994, Claire rentrait du travail, nerveuse et sur ses gardes. Les journées étaient courtes, l'hiver s'était installé, et l'air glacé semblait se glisser sous son manteau, ajoutant au malaise qui la tenait. Elle avait l'impression que la ville elle-même, l'observait, comme si le temps avait décidé de ralentir chaque instant, de suspendre chaque mouvement, juste avant l'inévitable. Ce sentiment était devenu son compagnon constant depuis la libération de Marc. Il lui avait fallu reconstruire sa vie, réapprendre à vivre sans avoir l'impression que chaque son, chaque porte qui se fermait, chaque pas qui résonnait, était une menace. Mais aujourd'hui, ce pressentiment était plus vif que jamais. En arrivant chez elle, une étrange sensation s'empara de Claire. Elle ressentait ce frisson dans son dos, un instinct primal qui la poussa à se retourner brusquement. Elle avait cette conviction viscérale que quelqu'un l'observait, qu'une présence inconnue, invisible, était proche. Peut-être était-ce une illusion, peut-être était-ce simplement la paranoïa cultivée par des mois de terreur constante. Mais au fond d'elle, Claire savait que la menace était réelle. Marc n'avait pas disparu, il était juste en train de préparer son prochain mouvement. Quand elle entra dans l'appartement, la scène qui l'attendait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, Marc surgit de l'ombre, un éclair de folie pure dans ses yeux. Il n'avait pas respecté les conditions de sa libération. Il était revenu, plus déterminé que jamais à finir ce qu'il avait commencé. Sans prévenir, il se jeta sur elle, l'attaquant violemment. Le bruit métallique de la hache résonna dans l'air avant même que Claire n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Un coup brutal lui fracassa la tête, l'envoyant au sol, étourdi et perdant connaissance. Le sang se mêlait à ses cheveux, le goût du métal envahissait sa bouche. Mais Marc n'en avait pas fini. Il n'était pas seulement là pour la frapper, il était là pour la tuer, pour faire d'elle une autre victime parmi tant d'autres, une victime qui ne reviendrait jamais hanter sa mémoire. Il la poignarda à plusieurs reprises, chaque coup un cri silencieux de sa rage incontrôlable, chaque impact une promesse de mort imminente. Claire se sentait disparaître peu à peu, comme si son corps ne lui appartenait plus, comme si le froid et la douleur étaient venus effacer tout ce qu'elle avait été, tout ce qu'elle avait vécu. Mais dans ce tourbillon de douleur, quelque chose se réveilla en elle. Peut-être la volonté de survivre, ou simplement l'instinct de sauver sa vie. Dans un dernier sursaut de survie, elle réussit à repousser Marc. Elle se saisit de son vélo, qui traînait là, un objet encombrant mais soudainement devenu son bouclier. Elle le brandit devant elle, l'utilisant pour empêcher Marc de l'emmener plus loin à l'intérieur de l'appartement, pour l'empêcher de l'achever. Le vélo, si banal dans la normalité des journées passées à Paris, était devenu son dernier rempart, son dernier outil de résistance contre la folie meurtrière de Marc. Elle se battait de toutes ses forces, la douleur la rongeant à chaque mouvement, mais sa volonté de ne pas mourir là, dans cet appartement, était plus forte que tout. Elle poussait, repoussait, frappait de toutes ses forces, tout en espérant que quelqu'un, n'importe qui, viendrait la sauver. Mais Marc était plus fort, plus rapide, et elle savait qu'elle n'était pas éternellement protégée par un simple vélo. Marc, dans sa rage,
tenta de la désarmer, mais cette résistance de Claire, bien que désespérée, le fit hésiter un instant. Ce moment de doute, aussi minuscule fut-il, donna à Claire un souffle d'air. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir, ni ce que Marc ferait ensuite, mais pour l'instant, elle était encore en vie. Et c'était tout ce qui comptait. Un voisin, alerté par le bruit assourdissant des coups et des cris, intervint à un moment crucial. Lorsqu'il entendit les gémissements de Claire et les éclats métalliques des attaques de Marc, son instinct de survie prit le dessus. Sans hésiter, il se précipita dans le hall de l'immeuble et attrapa une batte de baseball. Ce geste impromptu, sauvage et désespéré, se révéla être le seul moyen de stopper Marc dans sa furie meurtrière. Il frappa Marc avec une telle force que l'homme, déstabilisé, recula. Cela offrit à Claire la brèche nécessaire pour se dégager, dans un ultime effort, se précipiter hors de son appartement, la douleur la saisissant à chaque mouvement. Le voisin, voyant Claire s'effondrer dans un état de semi-conscience, appela immédiatement les secours. Grâce à sa bravoure et à son sens du devoir, Claire fut rapidement transportée à l'hôpital. Les médecins, choqués par l'ampleur de ses blessures, se mirent immédiatement à l'œuvre. Claire avait les bras cassés, plusieurs poignardures dont une touchant son poumon, et des blessures profondes à la cuisse. Le pronostic était extrêmement réservé, mais elle avait survécu. Le corps humain, poussé à ses limites, pouvait parfois accomplir des miracles. Les médecins et le personnel soignant étaient inquiets. Claire, presque inconsciente, était en état de choc, son corps défiguré par les coups qu'elle avait reçus. Les semaines suivantes seraient cruciales. Mais, dans sa douleur, un sentiment étrange de résilience prenait le dessus. Claire se battait, refusant de se laisser abattre. Elle n'était pas morte. Et tant qu'elle vivait, il y avait encore une chance de faire payer Marc pour ses crimes. Cependant, Marc, lui, ne comptait pas rester longtemps sous les verrous. Profondément dérangé et sans cesse en quête de nouvelles proies, il parvint une fois de plus à échapper à la justice. Après son attaque contre Claire, il se réfugia en toute discrétion dans une autre région du pays, tentant de se faire oublier, comme il l'avait toujours fait. Sa fuite le mena dans le nord de la France, où il se cacha un temps chez son ex-femme. Elle, terrifiée à l'idée de le revoir après toutes les horreurs qu'il lui avait fait vivre, ne tarda pas à le rejeter, incapable de supporter davantage sa présence. Mais Marc n'était pas homme à se laisser perturber par la peur des autres. Il continua sa route, sans se soucier des conséquences, et disparut dans les méandres d'une France à sa recherche. Mais la police, elle, n'abandonnait pas. Bien que le temps passait et que les pistes semblaient s'estomper, l'enquête sur Marc ne cessait de progresser lentement. Claire, bien que physiquement brisée, avait continué de se battre. Elle n'avait cessé d'aider les autorités en fournissant tous les détails qu'elle pouvait se rappeler de ces années de terreur. Ses souvenirs, marqués par des images atroces et des bribes de conversation avec Marc, étaient devenus des indices précieux pour les enquêteurs. Mais la justice prenait son temps, et l'inquiétude persistait. Puis, en 2001, l'enquête prit un tournant macabre. Un sac contenant des morceaux de corps humains fut retrouvé dans le canal de la Seine, à Paris. Le sac, maculé de sang, semblait avoir été jeté sans le moindre souci de discrétion. À l'intérieur, les morceaux étaient soigneusement découpés et enveloppés dans des sacs, comme des reliques morbides d'un crime de plus. L'analyse des restes humains révéla des blessures similaires à celles infligées à Claire, des signes évidents de mutilation et de torture. L'enquête prit une nouvelle dimension lorsque l'identité d'une des victimes fut découverte. Laura Lefebvre, une jeune femme disparue quelques mois plus tôt, avait été tuée, et ses restes avaient été soigneusement dissimulés dans le sac retrouvé dans le canal. Les enquêteurs établirent un lien direct avec Marc Lemoine. Le nom de ce psychopathe, qui avait échappé à la justice pendant tant d'années, refit surface. Claire, bien qu'absente des enquêteurs, savait au fond d'elle que Marc avait tué Laura. Elle n'avait aucun doute, Marc était responsable de cette mort. C'était lui, encore une fois, le monstre qui se cachait derrière le masque de l'homme charmant, l'homme manipulateur qui avait su imposer son autorité sur elle et sur d'autres. La prise de conscience de Claire, à la fois révoltée et déterminée, fut un tournant. Elle savait qu'elle devait tout faire pour s'assurer que Marc paye pour ses actes. Non seulement pour Laura, mais pour toutes les autres victimes qu'il avait laissées derrière lui.
son engagement et sa persistance finirent par porter leurs fruits. Les preuves contre Mark se multipliaient, et la pression sur les autorités s'intensifiait. Le nom de Mark Lemoine était désormais sur toutes les lèvres, et chaque enquête menée sur une disparition, chaque fragment de preuve retrouvé, semblait pointer dans sa direction. Claire, bien que toujours marquée physiquement et émotionnellement par les horreurs qu'elle avait vécues, était plus déterminée que jamais à voir justice rendue. L'histoire de Mark, son emprise sur elle, sur Laura, et sur d'autres femmes, allait bientôt arriver à son terme. Mais la route serait longue. Le monstre était toujours en liberté. Finalement, en 2008, après 6 longues années de traque acharnée, Mark Lemoine fut capturé dans une maison du quartier pittoresque de Montmartre, au cœur de Paris. Ce n'était pas l'endroit où l'on aurait imaginé trouver un criminel de son envergure. Mais sous une apparence tranquille, Mark avait su se fondre dans le décor, se cachant sous un nouveau pseudonyme, Philippe Gauthier. C'était un nom anodin, sans histoire, parfait pour échapper à l'attention des autorités. Mais la police, après des mois de recherches intensives, finit par mettre la main sur lui. L'arrestation de Mark, bien que méthodique et prévisible, fut un choc pour ceux qui le connaissaient sous son nouveau masque. Lorsque les policiers pénétrèrent dans la maison, ils découvrirent bien plus qu'un simple fugitif. La scène qui s'offrait à eux semblait tout droit sortie des ténèbres de l'esprit malade de Mark. Ce dernier, qui semblait avoir retrouvé un semblant de normalité dans sa vie de cachotier, avait accumulé une collection macabre de possessions personnelles, dont des centaines d'œuvres d'art grotesques qui témoignaient de son génie tordu. Les peintures qu'il avait créées, de style bizarre et perturbant, étaient toutes marquées par une violence sous-jacente, des images de torture, de souffrance et de domination. Ses poèmes, eux, n'étaient rien d'autre que des déclarations de haine et de mépris, rédigées avec une précision qui trahissait sa volonté de manipuler l'esprit humain, de le briser et de le reconstruire selon ses propres délires. La police, horrifiée par ce qu'elle découvrit, réalisa que Mark Lemoine n'était pas simplement un criminel isolé, mais bien un tueur en série, un psychopathe qui avait passé des années à commettre des meurtres impunis. La véritable étendue de ses crimes ne faisait plus aucun doute. La froideur avec laquelle il avait orchestré chaque scène de ses œuvres, ses techniques de manipulation et de contrôle, tout pointait vers un homme obsédé par l'idée de dominer et de détruire. Chaque victime était un autre morceau d'un puzzle monstrueux qu'il avait assemblé patiemment au fil des ans. Lors de son procès, Mark tenta de se défendre, comme il l'avait toujours fait, avec une arrogance et une froideur glaciale. Il plaida non coupable pour l'agression de Claire, continuant de manipuler l'opinion publique et de nier l'évidence. Mais grâce au témoignage poignant de Claire, et au courage du voisin qui l'avait sauvé, les preuves étaient accablantes. Claire, malgré les cicatrices visibles et invisibles qu'elle portait, témoigna de son calvaire avec une force et une détermination impressionnantes. Le tribunal prit en compte son récit, mais aussi les éléments matériels, comme le kit de tueur retrouvé dans l'appartement de Claire et les témoignages qui conféraient à Mark un profil criminel bien plus vaste. Les jurés, pris de dégoût face à la cruauté de ses actes, condamnèrent Mark Lemoine à la prison à vie. Il n'aurait plus l'occasion de nuire à qui que ce soit, du moins derrière les barreaux. Mais le mystère entourant le meurtre de Laura Lefebvre demeura. Aucune preuve tangible n'avait pu être trouvée pour lier Mark de manière irréfutable à sa mort, bien que Claire et les enquêteurs fussent convaincus que Laura avait été une autre victime du psychopathe. Les ombres du passé, ces meurtres non résolus, restaient comme une lourde menace qui planait au-dessus de l'affaire, une ombre qui ne pourrait jamais être totalement dissipée. Cependant, malgré l'absence de certitude sur ce meurtre particulier, une chose était indéniable, Mark Lemoine, ce monstre qui avait terrorisé des femmes pendant des années, ne serait plus jamais libre. Il avait échappé à la justice pendant trop longtemps, mais le cours des événements l'avait finalement rattrapé. Claire, bien qu'elle n'ait pas trouvé la paix totale en voyant son agresseur derrière les barreaux, ressentait un sentiment de soulagement profond. Mark ne pourrait plus jamais la hanter, ni lui faire vivre les cauchemars qu'il avait fomentés dans l'ombre. En prison, Mark Lemoine allait, sans doute, continuer à manipuler et à chercher des moyens d'exercer son pouvoir, mais il serait isolé, coupé de son réseau. Il ne pourrait plus interférer dans les vies des autres, et son héritage de violence serait désormais consigné dans les annales d'un procès qui faisait écho aux horreurs qu'il avait commises. Pour Claire, la condamnation de Mark n'était pas la fin, mais un début de guérison. Chaque jour, elle affrontait son passé avec une force nouvelle.
Si l'ombre de Marc ne disparaîtrait jamais entièrement de son esprit, elle savait désormais qu'elle n'avait pas à vivre dans la terreur. Et, même si la mémoire de ses victimes, comme Laura Lefebvre, restait incomplète, Claire savait qu'elle avait joué son rôle dans l'arrêt de ce tueur, qu'elle avait, par son courage et sa persévérance, contribué à faire en sorte que Marc Lemoine ne soit plus qu'un souvenir macabre.